Il va falloir que je leur en parle de ça. Il va falloir vraiment que je leur en parle. Ah, ben justement, je pensais à vous. Dans les films de genre, il y a tout un tas de styles différents. Mais moi, le style que j'apprécie le plus, c'est quand l'horreur se mêle à l'humour. Ou le fantastique qui se mêle également à l'humour. Le film d'aujourd'hui, celui-là, Tremors, celui-là, il remplit le cahier des charges à plus de 100%. Donc, direction Perfection City, pour rejoindre les Graboïdes, Val, Earl et toute l'équipe. Générique. Nous sommes au mois de mai 1990 et je reçois, une fois de plus, mon Man Movie préféré dans ma boîte aux lettres. Alors, mon Man Movie préféré, ils le sont tous. Mais celui-là, ben, il a quelque chose de particulier, tout comme celui avec Predator. C'est celui-là. Et comme vous pouvez le voir, Monsieur Schwarzenegger, ben, il n'a pas envie de rigoler aujourd'hui. Donc c'est le numéro 65, avec Schwarzenegger en couverture, pour le film Total Recall, mais franchement, c'est vraiment pas ce qui m'attire le plus. Donc je prends donc mon magazine pour le feuilleter vite fait, histoire de voir ce qu'il contient ce mois-ci, et là, que vois-je? Les Tortues Ninja en film. Je déconne pas, hein? Regardez. Les Tortues Ninja en film. Alors, c'est clair, j'étais vraiment hypé par ces annonces. Mais bon, en tournant les pages, je suis tombé sur cette photo-là. Certes, pas très engageante, mais juste ce qu'il faut pour éveiller ma curiosité. Je regarde tous les autres clichés qu'il y a sur les pages, et voire même je commence à lire un peu les textes. Mais bon, je me rappelle qu'il faut pas que je lise trop pour garder une bonne surprise quand je vais aller voir le film au cinéma. Donc, à la fin du mois, le 23 mai 1990 exactement, c'était un mercredi, me voilà devant mon cinéma habituel, l'UGC de Toulouse. Alors, feu UGC de Toulouse, parce que ce dernier cinéma a fermé ses portes et a été détruit il y a à peu près 5 ans. Personne n'a voulu m'accompagner pour la séance Tremors. Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est le genre de film que j'adore, je vais profiter du spectacle tranquillement et tout seul. Tremors est un film américain que je qualifierais de comédie fantastique. Il est réalisé par Ron Underwood, et si son nom vous est familier, ben, en fait, c'est qu'il a aussi réalisé La vie, l'amour, les vaches. Ça fait déjà plusieurs fois que je vous en parle de ce film. Il va falloir vraiment que je fasse un spécial L'amour, la vie, les vaches. Parce que vous allez voir, il est vraiment bien. Donc Underwood,
a aussi réalisé Mon ami Joe, Drôle de fantôme, et le nanardesque Pluto Nash avec Eddie Murphy. Il a aussi réalisé Stealing Sinatra et In the Mix dernièrement. Enfin, dernièrement, il y a quelques années quand même. Bon, c'est pas tout, parce que Monsieur Underwood est un touche-à-tout, il faut le savoir. Il réalise des épisodes de séries télé, par exemple. Il y a Monk, il y a Hawaii 5-0. Waouh, comment j'ai dit ça? Trop bien l'accent. Il y a Fear the Walking Dead, et récemment, il a réalisé la série La Brea. Le film commence sur le bord d'une falaise, où Valentine McKee, on va dire, se change les olives d'eau. Une fois soulagé, il va réveiller Earl Bassett, son meilleur ami, qui pionce à l'arrière de leur pick-up. C'est un réveil assez particulier, parce que Val va secouer en hurlant le véhicule, ce qui effectivement va réveiller son collègue assez violemment, on le comprend, et ils reprennent la route pour aller dans la ville d'à côté. Cette ville s'appelle Perfection. Quand on voit la gueule de la ville, je comprends pas pourquoi elle s'appelle Perfection. Papa. Alors Val et Earl, c'est ce qu'on peut qualifier d'hommes à tout faire. Ils sont aussi bons bricoleurs que dépanneurs et ils effectuent des petits boulots pour pouvoir se payer un billet de départ pour Bixby, la grande ville qu'il y a un peu plus loin de Perfection, et enfin quitter ce trou paumé. Sur leur chemin, ils croisent la route de Rhonda Lebec. Elle est envoyée par une université pour étudier la sismographie des environs. Alors elle demande aux deux compères s'il y a quelqu'un qui utilise de la dynamite dans le coin, parce que vu que les sismographes s'affolent tout le temps depuis quelques mois, c'est pas du tout normal. Arrivés à Perfection, Earl et Val se rendent au seul commerce de la ville, qui fait office d'épicerie, de vente de munitions, de bars, de restaurants. Alors qui a dit que la diversité professionnelle était morte? Certainement pas Ron Underwood, parce que dans son film, le commerce y fait tout. C'est le tout à 10 balles ou je remballe. Bref, le commerce est tenu par Walter Chang, un patron qui aime autant les dollars qu'il a des idées pour en gagner, et au comptoir, on retrouve Burt et sa femme Heather qui viennent eux récupérer des vivres qu'ils ont commandés à Walter, mais également des balles de fusil à tête creuse. Alors oui, il faut savoir que Burt et Heather sont des survivalistes. Ils voient le mal partout, ils voient la guerre partout, et ils sont armés jusqu'aux dents. C'est des gros bourrins. Surtout, non, en fait, l'un comme l'autre, ce sont des gros bourrins. Rhonda, qui se trouve toujours en plein désert avec ses appareils, commence peu à peu à les ranger. Et c'est à ce moment-là que quelque chose sous la terre va la prendre en chasse. Ce truc se déplace si rapidement en soulevant la terre sur son passage qu'on dirait qu'en fait elle soulève de la moquette. C'est assez bizarre. Là les effets spéciaux ils se sont un peu chiés. Bon bref, Rhonda arrive à échapper de justesse à son prédateur. Plus loin, Earl et Val terminent le déblayage des ordures et prennent une pause avant de passer au boulot suivant qui consiste à vider, comment vous dire, une cuve de toilettes remplie, et après un léger accident d'arrosage à la fiente, je crois qu'on peut pas dire ça autrement. Non, ça c'est les essuie-glaces. Le duo décide de tout plaquer et enfin de partir de Perfection pour voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Alors, heureux de tout laisser derrière eux, ils foncent vers Bixby. Mais leur voyage, on va dire, va être assez rétréci, voire de très courte durée, parce qu'à un moment donné, sur la route, ils aperçoivent le vieux Edgar Deems qui est perché. J'habite. On n'a pas le droit de retoucher son père, et hop, je suis perché. Article 68 de la Constitution. Ouais, pas perché comme ça, effectivement, monsieur Chirac, mais le vieux Dim est assis au sommet d'un pylône électrique. Donc Earl et Val se font un chifoumi pour savoir qui c'est qui va aller lui rendre visite, et surtout l'aider à descendre. Seulement, c'est Val qui perd, donc il escalade petit à petit le pylône, et arrivé à la hauteur du vieux Dim, il constate avec effroi que le vieux est mort. Donc après avoir redescendu le corps et chargé le cadavre dans la voiture du médecin de la ville, il demande de quoi est mort le vieux finalement. Et la réponse du tout-bib est sans appel, il est mort de déshydratation. Alors à quelques pas de là, il y a Fred, un berger. Alors il est en train de travailler sa terre quand il est attaqué par quelque chose. Une fois de plus, Val et Earl qui ont repris la route s'arrêtent devant la maison du berger pour constater que tous les moutons, enfin tout ce qui reste des moutons, est éparpillé sur le sol. Ils trouvent le chapeau du vieux Fred par terre, Val le ramasse et petite surprise, ils trouvent la tête qui est juste en dessous, sans le corps bien évidemment. Alors ni une ni deux, le duo fait demi-tour pour prévenir le toubib du nouveau corps qu'ils viennent de trouver, et également de toutes les personnes qui seraient résidents de Perfection, pour leur dire qu'a priori, qu'il y aurait un tueur en série qui rôderait dans le coin. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Pardon? Quand nous avons affaire à un serial killer. Un quoi? Un serial killer. Hein? Un serial killer, un tueur en série. Ah, serial killer.
Val tente de rejoindre les autorités de Bixby, mais bon, le téléphone est coupé. Donc de retour dans la voiture, le duo, direction la ville de Bixby évidemment, pense ramener les flics à perfection. Cependant, la route où se trouvaient les ouvriers légèrement plus tôt a été effondrée. Oui, effectivement, ces deux abrutis, en passant un coup de marteau-piqueur, ont touché quelque chose qui s'est mis à couler et qui les a attaqués. Donc, de nouveau, Earl et Val vont faire demi-tour direction perfection, mais le véhicule est retenu par on ne sait pas trop quoi. Alors, il galère à le faire avancer, mais Hal va mettre un bon coup d'accélérateur et va réussir à partir. De retour à l'épicerie, tout le monde est surpris de les voir déjà de retour. Alors, il y a un bruit bizarre qui provient de l'essieu arrière, qui va légèrement attirer l'attention de tous. Ça ressemble à une très grosse limace. Donc Burt, le survivaliste, regarde avec attention l'animal pour faire la constatation que c'est pas assez gros pour tuer tout un troupeau. Donc c'est pas ça qui a attaqué le vieux Fred. Ce qui fait réfléchir le groupe sur le fait qu'il pourrait y en avoir beaucoup plus de ces machines à le coin. À la tombée de la nuit, le docteur Wallace et sa femme, qui ont décidé de partir de perfection en camping-car, sont attaqués. Alors eux aussi, ils vont passer de vie à trépas. Jim va être aspiré sous terre, sous les yeux de sa femme qui ne peut strictement rien faire. Tandis que elle, pour échapper à la chose qui essaye de la tuer aussi, elle va s'enfermer dans la voiture. Mais la créature qui, pour l'instant, on ne sait pas trop ce que c'est, a décidé que la femme du docteur devait crever aussi, donc voiture ou pas voiture, il va la finir. Ce qui sera fait parce que la voiture va disparaître sous terre. Petit retour à l'épicerie donc, Burt et le groupe essayent de mettre un plan de survie au point. La réponse est toute trouvée, il faut envoyer les deux meilleurs cavaliers de perfection avec des chevaux, justement les chevaux de Walter, direction Bixby, à travers la Pampa, là où les voitures ne peuvent pas circuler, les chevaux pourront le faire. Donc au petit matin, comme par hasard, c'est Earl et Val qui sont choisis pour partir vers le Levant. Bon, ils vont trouver sur leur chemin le camping-car du Toubib, et bizarrement pas la voiture. Et pourtant, Val entend de la musique. Donc en fouillant un peu les lieux, et en s'approchant de la musique petit à petit, il découvre le phare du break de Wallace. Et ils se rendent à l'évidence, il faut fuir au plus vite. Ce qu'ils font en 4e vitesse, bien sûr. Mais les chevaux vont prendre peur sur la route. Ils vont cabrer et les déceler. L'un des deux animaux va réussir à s'enfuir, tandis que l'autre sera attiré vers le sol, et dans le sol, sous les yeux de Earl et Val, un énorme ver va surgir du sol, ce qui va pousser le duo à s'enfuir en courant le plus vite possible. La créature repart sous terre pour poursuivre ses deux proies. La course de nos deux héros se termine quand ils arrivent à sauter au-delà d'un aqueduc et que le ver géant va s'écraser lamentablement contre la paroi en béton armé. Le ver est mort, la situation est enfin sauvée. Alors techniquement, je suis pas certain que le film soit fini à ce moment-là, bien sûr. Je regarde ma montre quand on est au cinéma et... Non. On est à peine à 25 minutes de film. Donc là, non. Il est hors de question que le film se finisse comme ça. Je vous explique. Rhonda est alertée par le bruit et elle rejoint Val et Earl pour leur demander des explications. Mais en faisant tomber le reste du béton par un lambeau, il a dû mettre un sacré coup de tête quand même. Le trio met à jour une créature morte. Ils n'en reviennent pas de ce qu'ils voient. La sismologue constate que cette espèce de ver n'a pas d'œil. Et donc par déduction, il doit se déplacer au bruit ou grâce aux vibrations que l'on produit sur la Terre. Mais pendant que les garçons se demandent comment transporter le cadavre pour le vendre à Walter, Rhonda prend peur parce qu'elle s'aperçoit grâce au relevé sismographique qu'elle a pris avec elle, qu'il y aura encore au moins 3 créatures dans la vallée. Alors le trio va essayer de rejoindre la voiture de Rhonda. Quand une des machines enregistre des perturbations très proches d'eux, ils sont contraints de se réfugier sur des rochers. Bon, ils vont attendre un petit peu que la nouvelle bestiole s'éloigne, mais a priori... c'est pas près d'arriver. Au petit matin, une nouvelle vérification que la bébête est toujours là. Eh ouais, effectivement, elle est toujours là. Donc il faut improviser. Alors pendant que les deux hommes se crêpent le chignon pour savoir ce qu'il faut faire, Rhonda, elle va trouver une idée de génie. Effectuer des sauts à la perche à travers les rochers, jusqu'au véhicule de la sismologue. À peine arrivés à la voiture, ils sont attaqués une nouvelle fois, mais ils parviennent quand même à rejoindre le commerce de Walter. Justement, à l'épicerie, Walter, le gérant, et le jeune Melvin, la tête à claque du groupe, c'est la course pour trouver le nom de cette nouvelle créature. Et ils leur donneront un nom, finalement. On les appellera les graboïdes. Donc le groupe se retrouve attaqué à l'extérieur du commerce par un de ces graboïdes, qui a suivi la voiture de Rhonda, bien évidemment. Donc tout le monde est forcé de se percher en hauteur, mais Rhonda est attaquée, justement, par un deuxième ver. Val lui sauve la vie, et il se réfugie dans le commerce de Walter. Seulement, le fameux congélateur défectueux du début du film attire un des vers qui défonce le sol et tue le pauvre gérant des lieux. Pour le reste du groupe, direction le toit.
avant qu'il ne soit trop tard bien sûr. Donc rappel de la situation, qu'on remette les choses dans l'ordre. Melvin est sur le toit de la cabane en tôle, alors autant dire qu'il est mal barré. Earl, Val et Miguel sont sur le toit du commerce. Rhonda est sur les rebords d'une réserve d'eau. Et pour finir, Nancy et sa fille Mindy sont sur le toit de leur propre maison. En ce qui concerne Burt et Heather, ils viennent d'arriver chez eux après avoir fait une ronde dans la vallée. Et ils constatent qu'avec les jumelles, ils peuvent voir les survivants qui sont montés sur les toits et qui leur font des signes. Burt ne comprend pas vraiment ce qui se passe, donc il contacte Val par radio. Ce dernier prévient le couple qu'un des vers s'est lancé à toute allure vers chez eux et qu'ils doivent se mettre en hauteur de toute urgence. Mais le graboïde est quand même beaucoup plus rapide et il va défoncer le mur de l'habitation. Et le couple, armé jusqu'aux dents, va tirer des centaines de munitions dans la gueule de l'animal. Ils finissent par l'achever avec 2 bastos qui auraient pu abattre un char d'assaut. Après on va dire un court instant de répit, un autre ver s'en prend aux fondations des habitations. Nestor, qui s'est réfugié sur le toit de sa caravane, est projeté au sol. C'est la dernière fois où on verra Nestor. Allez vite! Non! Non, pas là, Nestor, te fais pas là! Earl a une super idée. Pour pouvoir se déplacer et pas que la bestiole crève les pneus de toutes les bagnoles, il veut prendre le bulldozer qui est à chenille et y accrocher la remorque. Il va récupérer tout le monde et il va essayer de s'enfuir à travers les plaines de granit. Miguel démarre le mini-tracteur, histoire de faire diversion, pendant que Val va foncer en direction du bulldozer. Mais le tracteur se retourne et Val sera pris au piège entre 2 vers. Le reste du groupe se met d'accord pour faire du bruit pour que Val puisse enfin atteindre son but, et juste le temps d'accrocher la vieille remorque, et le voilà reparti à mission de sauvetage. Il récupère Rhonda, Miguel, Earl, Melvin, Nancy et Mindy. Et puis enfin, il se dirige vers la maison de Heather et Burt. Tout le monde est embarqué, tout le monde est sain et sauf. Alerte. Alerte. Après avoir fait quelques kilomètres, le véhicule tombe dans un piège qu'ont creusé les graboïdes. Alors il faut savoir que les graboïdes sont pas si cons que ça pour des vers de terre. En fait, ils évoluent et ils comprennent et ils réfléchissent. Je serais curieux de savoir la taille du cerveau quand même. Après avoir fait quelques kilomètres, le véhicule tombe dans un piège creusé par les graboïdes. Il n'y a plus d'autre solution que de courir vers les rochers le plus vite possible, tout en lançant des grenades faites maison par Burt pour faire fuir les vers, le temps que les poursuivants atteignent ces fameux rochers. Une fois de plus, le petit groupe est acculé sur un petit groupe de cailloux, avec les vers comme un maton qui tourne autour. Ça fait vraiment des requins qui tourneraient autour d'un rocher en pleine mer. Les heures passent et les survivants commencent à désespérer. C'est alors que sur les dires de Burt, qui propose de se sacrifier pour leur faire avaler une de ses bombes, que Earl a un éclair de génie lui aussi. Il veut tenter le système de la pêche à la traîne, sans eau et sans poisson bien sûr. La bombe allumée est attachée à une corde, puis lancée devant le ver, elle sera ramenée jusqu'à ce que la bestiole l'avale. Le principe fonctionne super bien avec le premier ver, mais le second comprend le piège et il va recracher la bombe sur ses proies, ce qui va obliger les survivants à quitter en urgence le lieu où ils étaient en sécurité. Val va décider une fois de plus tout seul d'un nouveau plan. Il va se mettre à courir avec Earl et Rhonda vers la falaise, puis il va lancer l'ultime bombe qu'il possède derrière le graboïde. Le bruit de l'explosion pour ce gros ver géant étant insupportable, le ver va taper une accélération et défoncer le flanc de la falaise. Il va se retrouver à tomber, il va s'éclater à une bonne centaine de mètres plus bas. La dernière créature n'est plus. Enfin, tout le monde est sain et sauf. De retour à perfection et de retour au commerce de Feu Walter, Earl et Val se préparent à vraiment partir pour Bixby. Quand Rhonda vient voir le jeune héros pour lui expliquer qu'elle va organiser des fouilles, qu'elle va rester là plus longtemps, qu'elle va mettre à jour le premier ver mort, Val va faire le mec un peu blasé, un peu indifférent. Mais devant l'insistance de Earl, qui lui dit que c'est vraiment un bourricot, qu'il faut qu'il tente sa chance, Valentine va se lancer et va embrasser la jolie sismologue. Le générique de fin démarre, le film se termine. Alerte. Alerte. La salle va se rallumer et je suis complètement ravi de ce que je viens de voir. Comme je n'ai vu que quelques maigres photos dans ma movie, j'étais pas au courant de grand chose. Et ce fut une superbe découverte de voir Ren McCormick, alias Kevin Bacon dans Footloose, dans un film fantastique. Je trouvais ça hallucinant. Alors il faut savoir que Tremors, dès qu'il sortira en VHS, je ferai tout pour me la procurer. Parce que ce film deviendra culte pour moi. Et finalement, il restera et il sera toujours dans le top 20 de mes films préférés. Au casting, comme je le disais, il y a Kevin Bacon,
le héros du film culte pour moi Footloose. Celui que j'ai découvert dans Vendredi 13, puis dans L'Expérience Interdite, ou encore dans JFK d'Oliver Stone. C'est pour moi un des acteurs les plus bankable et le plus représentatif de ce qu'est Hollywood. Il a tourné aussi aux côtés de Tom Cruise, de Demi Moore et de Jack Nicholson dans Des Hommes d'honneur. Il a aussi été Hollow Man, l'homme sans ombre. Puis il a fait une comédie qui s'appelait Un joueur à la hauteur. Il a tourné avec Meryl Streep dans La rivière sauvage, dans Sleepers. Il a également tourné dans Hypnose, dans Sex Crime. Ah, Sex Crime. J'avais adoré ce film. Il va falloir que je vous en parle. Ça va être compliqué, mais il va falloir que je vous en parle. Ne serait-ce... Je vous en parlerai à ce moment-là. Vient ensuite Fred Ward, qui nous a quitté le 8 mai 2022. Lui, il fut à l'affiche de beaucoup de métrages, comme L'évadé d'Alcatraz avec Clint Eastwood, L'étoffe des héros, Remo sans armes et dangereux, Cœur de tonnerre. Il a même fait le détective Philip Lovecraft. Et bien sûr, il a fait Tremors 2 ou encore Plus jamais avec Jennifer Lopez. Concernant Finn Carter, qui joue Rhonda, on la retrouvera souvent dans des épisodes de séries comme Arabesque, Urgence, China Beach ou bien Profiler. Maintenant, on va parler de monsieur Michael Cross, qui joue Burt. Lui, c'est pareil, il jouera dans un grand nombre de séries, allant de Urgence à Sacrée Famille, ou encore des Feux de l'amour à la série Tremors, où il reprendra son rôle de Burt. À travers les 7 films que compte la saga Tremors et la série, c'est ce rôle-là qui va coller à la peau de Michael Cross. Il y a aussi le rôle de Walter, dont je dois vous parler. C'est Victor Wong qui l'incarne. Il a toujours eu des rôles secondaires, mais ils étaient tellement marquants que finalement, pour moi, c'est un personnage central dans un film, malgré qu'il soit un personnage secondaire. Il a été le grand-père de 3 jeunes ninjas des films Ninja Kill et de ses suites. Il sera aussi dans Jack Burton et les Griffes du Mandarin, un des potes à Kurt Russell, ou encore le maître du temple bouddhiste dans Golden Child, l'enfant sacré du Tibet, aux côtés d'Eddie Murphy. Il jouera aussi dans Le Dernier Empereur, ou encore dans L'Année du Dragon, aux côtés de Mickey Rourke. Pour le casting, nous retrouverons également Ariana Richards, qui sera Lex Murphy dans Jurassic Park 1 et 2. Elle fera aussi pas mal d'apparitions dans les séries, mais tout le monde se souvient de cette gamine qui sera dans Jurassic Park. Et je terminerai ce petit tour de casting avec Richard Marcus, qui incarne Nestor. Alors comme ça, effectivement, son visage nous dit quelque chose, mais on ne fait pas le rapprochement. Et en fait, il sera Monsieur Reigns dans la série Le Caméléon. Ce sera son rôle le plus marquant. Alors comme vous avez pu le constater, il y avait un bon gros casting pour ce film-là. Film qui n'a pas vraiment marché au cinéma, ce qui est dommage, parce que c'est quand même un film qui est juste excellent. Le truc, c'est que une fois sorti en VHS, comme beaucoup de films, c'est ça qui a fait sa notoriété et qui l'a rendu culte aux yeux de beaucoup de personnes. Alors la vidéo se termine. Personnellement, vous savez ce que je pense de Tremors, je pense que c'est un film qui est excellent. Moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Là, je vais avoir 15 jours pour savoir exactement si dans l'espace, c'est vrai que personne ne vous entend crier. Alors rendez-vous le 7 février pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos avec de nouveaux souvenirs. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner. Ça fait monter la chaîne et surtout, moi ça me fait plaisir aussi. Comme ça, tout le monde est gagnant-gagnant. Vu que c'est gratuit, n'hésitez pas de vous abonner. Voilà. Avant de vous quitter, avant que vous regardiez le ending avec les remerciements et la bande-annonce de Tremors, je vous rappelle tout simplement que les souvenirs, ils sont dans la tête et dans le cœur, et ils ne demandent qu'à remonter. Allez, à dans 15 jours. Bienvenue à Perfection, état du Nevada. Terre de toutes les opportunités. Tu sais à quel point j'ai envie de me barrer d'ici? Non, raconte. Où l'homme peut vivre une vie saine. Ouais, on a notre planning. Et du coup, on n'a plus le temps de rien foutre. Earl vous expliquera ça mieux que moi. Hey Mindy, c'est quoi ton score? 640. À Perfection, on dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Par contre, sous la terre... Ces créatures sont parfaitement inconnues. D'où
viennent ces fumiers? Ils doivent venir de l'espace. Ce sont pas des tronches d'Amerloc. Comment peuvent-ils enterrer une bagnole? Cette vallée n'est qu'un comptoir de self-service pour eux. Faut qu'on passe. Bravo! On l'a eu! C'est de là qu'ils attaquent. Ils sont sous la terre. Saloperie de terrier! Alors on s'arme tous. On trace un périmètre. On monte la garde. Kevin Bacon. On contacte Promo Magazine. Fred Ward. Promo? Non. Le National Geographic? Tremors. On a décidé de quitter ce patelin, malheureusement un jour trop tard.